Bien, bonjour, nous allons nous retrouver pour la suite du cours. Donc, nous allons parler cette fois-ci de racines et divisibilité. Donc, on va commencer avec une proposition numéro 8. Donc, on prend un polynôme quelconque, A, un réel ou un complexe, et on va donner une caractérisation de ce que ça veut dire A est racine de P. Donc, A est racine de P si et seulement si x moins A divise P. Alors, pourquoi ce résultat est important? Eh bien, il nous dit que si on a une racine, euh, P est divisé par x moins A. Autrement dit, on peut casser P en l'écrivant comme x moins A fois quelque chose. Donc en fait, on est en train de faire les premières étapes pour factoriser un polynôme, pour l'écrire comme un produit de polynôme de degré plus petit. Vous voyez, x moins a, c'est un polynôme de degré 1. P, il est de degré quelconque, il peut être degré 3, 4, 10. Donc s'il est de degré 10, on pourra l'écrire comme x moins a fois un autre polynôme, donc de degré 9. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer comme ça à factoriser les polynômes. C'est très similaire au nombre. Si vous prenez 6, vous cherchez à le décomposer comme un produit de nombres. Et donc, vous l'écrivez comme 3 fois 2 et vous arrêtez quand vous ne pouvez plus. Donc c'est 3 et 2 qui sont des nombres premiers. Là, c'est un petit peu la même chose, mais il va falloir un petit peu formaliser, travailler pour arriver à des résultats similaires. Et bien donc, allons-y. On nous dit le nombre a est racine de p, c'est celui-ci x moins a divise p. Alors on va commencer pour démontrer ce théorème par le côté le plus simple, c'est-à-dire le sens réciproque. Donc c'est-à-dire supposons que x moins a divise p. Alors que veut dire x moins a divise p? Eh bien par définition de la divisibilité dans les polynômes, c'est-à-dire que p égale x moins a fois un certain polynôme q. Et alors qui est ce polynôme q? Il faut l'introduire en disant qu'il existe q, un polynôme. On ne le connaît pas, mais on sait qu'il existe. Ça, c'est la définition de un polynôme divise un autre. Bon, et maintenant il faut vérifier que a est racine de p, donc pour ça il faut calculer p de a. Comment on va calculer p de a? Eh bien on va prendre l'expression de p qu'on a écrit à gauche, et on remplace grand X par A. Donc ça fait A moins A fois Q. Alors attention, Q c'est un polynôme. Donc ici, comme on remplace grand X par A, il faut faire Q de A. Pas Q, Q c'est un polynôme, mais quand j'évalue tout en A, quand je remplace le grand X par petit a, je mets des petits a partout. Bon, et là maintenant, A moins A ça fait 0, 0 fois quelque chose ça fait 0, donc j'ai bien P de A égale 0. Donc ça prouve bien que A est racine de P. Racine. Maintenant, on va faire le sens direct. Donc, on va supposer que A est racine de P. Et il faut réussir à démontrer que P s'écrit comme x moins A fois quelque chose. Alors, a priori, on ne sait pas que P s'écrit comme x moins A fois quelque chose, mais ce qu'on a de plus proche, c'est la division euclidienne. Si on fait la division euclidienne de P par x moins A, on aura P égale x moins A fois quelque chose, fois le quotient, plus un reste. Voilà, donc c'est déjà une première étape qu'on va faire. Donc on peut écrire la division euclidienne, P égale x moins A fois Q plus le reste, plus un reste. Et comment j'introduis ce Q, ce R? En disant que ils existent. Ils sont même uniques, c'est la division euclidienne dans R de x qu'on avait démontré. Donc il existe deux polynômes, QR, un quotient, avec le degré de R qui est strictement plus petit que le degré du polynôme que j'utilise pour diviser, mais ici j'utilise x moins a pour diviser, donc c'est plus petit que le degré de x moins a. Et le degré de x moins a, x moins a c'est un polynôme de degré 1. Il y a un terme constant a et un terme de degré 1, x puissance 1 ici, et c'est une fois x puissance 1, donc c'est un polynôme de degré 1. Donc ça veut dire que R, son degré est strictement plus petit que 1, donc autrement dit R est une constante. Donc R je peux l'écrire comme R0 appartenant à K. Et donc, si je réécris ma division euclidienne, j'ai que P égale x moins A fois Q plus la constante R0, c'est mon polynôme constant. Et maintenant, je vais utiliser l'information que A est racine de P. Autrement dit que P de A égale 0. Donc, je vais calculer P de A. P de A égale. Et bien, je remplace grand X par A. Donc, ça fait A moins A fois Q. Je remplace X par A, donc Q de A plus R0. Seulement, on sait que P de A égale 0, c'est l'hypothèse. A est racine de P. A moins A fois Q de A, ça vaut 0. Donc ici, j'ai plus que R0. Autrement dit, R0 est nul. Mais c'est qui R0? C'est grand R. Donc c'est grand R qui est le polynôme nul en fait. Et si grand R est le polynôme nul, ça veut bien dire que P égale x moins A fois Q. Et ça veut dire que x moins A divise P. Puisque je peux écrire P comme x moins A fois quelque chose. Dès lors que le reste est nul, je retrouve une divisibilité. Donc on a bien démontré les deux sens
de cette proposition. Et donc ça finit la démonstration. Maintenant, nous allons parler de multiplicité. Donc la multiplicité d'une racine, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de fois qu'on peut trouver x moins a, donc si a est un élément dans K, la multiplicité, c'est le nombre de fois où on peut trouver du x moins a. Donc en fait, c'est le plus grand des entiers, m, tel que x moins a puissance m divise p. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, dans P, si A est racine, on sait qu'il y a du x moins A dans une factorisation de P, et la question c'est combien il y en a. Et le combien il y en a, en fait, c'est ce qu'on appelle la multiplicité. On va donner quelques cas particuliers pour mieux comprendre. Si m égale 0, eh bien, si m égale 0, ça veut dire que x moins A puissance 0 divise P, mais ça, x moins A puissance 0, on sait que ça fait 1 par convention, donc 1 divise P, bon, ça on le sait. Mais si m égale 0, eh bien, ça veut dire que, comme c'est le plus grand, ça veut dire que celui d'après, c'est-à-dire 1, ne divise pas P. Donc, ça veut dire que x moins A ne divise pas P. Ne divise pas P. Et donc, si il ne divise pas P, par ce qu'on vient de prouver avant, on a prouvé tout à l'heure une équivalence entre x moins A divise P et P2A égale 0, et A est racine de P. Et donc, ici, comme on a ne divise pas, par contraposé, on a donc A n'est pas racine de P. Alors ça veut dire quoi que m égale 1? Eh bien m égale 1, ça veut dire que x moins a puissance m, donc c'est-à-dire ici, si on prend le cas m égale 1, x puissance a moins 1 divise p. Donc ça veut dire que, par le point précédent, ça veut dire que a est racine de p. Mais ici, si on regarde le cas où m égale 1, ça veut dire que 1 c'est le plus grand. Donc ça veut dire que x moins a au carré, par exemple, comme 2 est plus grand que 1, ça ne divise pas P. Alors, divise pas P, je m'écris comme ça une barre et je barre, la barre ne divise pas P. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une racine simple. Parce que dans P, il y aura du x moins a, mais il y sera une fois. Il n'y sera pas 2, parce que déjà, si j'essaie de mettre 2, eh ben, ça ne divise pas. Bon. Alors, pareil, si on prend m égale 2, eh bien, donc là c'était le cas m égale 0, là c'est le cas m égale 1, maintenant si on regarde le cas m égale 2, eh bien, ça veut dire que x moins a au carré va diviser P. Donc on va trouver du x moins a au carré dans une factorisation de P. Par contre, on ne trouvera pas du x moins a au cube. Pourquoi? Parce que ici, donc, quand la multiplicité m égale 2, c'est-à-dire que 2 égale le plus grand, tel que x moins a divise le polynôme. X moins a puissance m, divise le polynôme. Et ici, on a du x moins a au cube, donc ça ne divise pas P. Voilà. Donc c'est ça ce que ça veut dire la multiplicité, c'est combien on peut caler de x moins a une certaine puissance. Et plus on peut le trouver, plus la multiplicité est grande. Donc c'est ça la multiplicité. Donc ça c'est une définition à bien comprendre. Et maintenant on va essayer de caractériser la multiplicité. Donc comme on va caractériser la multiplicité, on va donner plusieurs équivalences. Donc la première, c'est évidemment A est une racine d'ordre m. Le deuxième point, ça veut dire qu'il existe Q dans un polynôme tel que P égale x moins a à puissance m fois Q. Donc avec Q de la différence 0. Donc là ça veut bien dire qu'en fait du x moins a on a pu le mettre m fois, puisque là il y est m fois un autre polynôme. Et précisément avec un polynôme où on ne peut pas en remettre, c'est-à-dire que où A n'est pas racine de Q, parce que si A était racine de Q, on pourrait remettre du x moins A dans Q, autrement dit on pourrait en mettre une fois de trop. Donc ça c'est une caractérisation qui est assez proche de la 1, et la troisième elle est un petit peu différente, parce qu'elle va plutôt concerner les dérivées. Elle va nous dire, être d'ordre m, ça veut dire annuler toutes les dérivées im entre 0 et m-1. Attention, entre 0 et m-1, il y a m, du coup i. Donc il y a m dérivées, donc on veut annuler les m premières dérivées, par contre on ne veut pas annuler la m plus unième m. Voilà. Et donc ça c'est une caractérisation qui est bien pratique, parce que si on sait dériver un polynôme, on n'a plus qu'à compter combien de fois il y a a et racine. Donc on prend le polynôme p, on va tirer a et racine, après on dérive le polynôme, on va tirer a et racine, et tant qu'on peut faire ça, la multiplicité est grande. Donc si par exemple la dérivée seconde de p est nulle, mais que la dérivée troisième de P n'est pas nulle en A, et bien ça veut dire que A est une racine d'ordre 3. Donc on va prendre un exemple, on va prendre P égale x au cube moins 7x au carré plus 15x moins 9. Et on dit quelles sont les multiplicités de 1, 2 et 3 dans P. Donc on va calculer P de 1. Alors si je calcule P de 1, eh bien c'est 1 moins 7 plus 15
moins 9. Et ça, donc ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc 1 est racine, mais on ne sait pas de quelle multiplicité. On sait que 1 est au moins racine, au moins une fois. Donc pour voir, on va dériver P, et on va calculer les dérivées de P pour voir si elles annulent encore 1. Donc P', c'est 3x au carré, moins 14x, plus 15. Et maintenant, on se demande, est-ce que P' de 1 s'annule? Donc P' de 1 égale 3 moins 14 plus 15. Et ça, on voit bien que c'est différent de 0. Donc la conclusion, c'est que 1, il annule seulement la dérivée zéroième de P. Donc en fait, c'est exactement la proposition numéro 9, mais quand m égale 1. Quand m égale 1, la dérivée zéroième de P, autrement dit P, est annulée en A, mais pas m égale 1. Donc 1 est racine d'ordre 1. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour 2. Donc on va calculer P de 2. P de 2. Alors, il faut remplacer x par 2, donc ça fait 2 au cube, donc ça fait 8. Moins 7 fois 2 au carré, donc 4, donc 7 fois 4, 28, plus 30, moins 9. Et ça vaut pas 0. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, m égale 0, on n'annule aucune dérivée, ni même la dérivée zéroième. Donc 2 n'est pas racine de P. On peut dire qu'elle est d'ordre 0. Elle n'annule même pas une seule fois P. 0. Bon, et puis maintenant on va calculer P de 3. Donc P de 3, il faut remplacer x par 3. Donc ça fait 3 au cube, donc ça fait 27. Moins 7 fois 9, donc 63. Plus 15 fois 3, 45. Moins 9. Et ça fait 0. Voilà. Maintenant, il faut voir si P il annule une dérivée suivante de 3 en 3. Donc il faut calculer P' de 3. Bon, comme on a déjà calculé P', il n'y a plus qu'à remplacer x par 3 dans l'expression qu'on avait obtenue. Donc ça fait, quand je remplace x par 3, là-dedans, on avait P' ici. On remplace x par 3, donc ça fait 9 fois 3, 27. Moins 14 fois 3, donc 14, ça fait, 14 fois 2, ça fait 28, et quand je rajoute 14, ça fait 42, plus 15, et ici 27 plus 15, ça fait 42, moins 42, ça fait 0. Donc P, il annule, et le polynôme dérivé 0 fois, et le polynôme une fois. Donc on pourrait penser qu'il est d'ordre 2, mais ça, après, on ne le sait pas, parce que peut-être qu'il annule encore une dérivée supérieure. Donc pour ça, il faudrait calculer P seconde. Donc pour ça, je repars de l'expression de P', et je la dérive une fois pour trouver P seconde. Donc P seconde, donc il faut que je dérive 3x carré, donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ici, je me retrouve avec du 6x moins 14. Et la dérivée de 15, c'est 0. Donc si je calcule P seconde de 3, et bien ça fait 18 moins 14. Et 18 moins 14, et bien évidemment, c'est non nul. Donc, vous voyez ici, 3, il annule et la dérivée zéroième et la dérivée première. Donc il annule 2 dérivées et pas la suivante. Donc il est d'ordre 2. Attention, c'est pas parce qu'il s'arrête à 1 qu'il est d'ordre 1. Comme il annule la dérivée zéroième, il est au moins d'ordre 1. Comme il annule aussi la première, il est au moins d'ordre 2. Et il est exactement d'ordre 2 parce qu'il l'annule pas la suivante. Donc ici, par rapport à mon théorème, c'est m égale 2. Donc ici, 3 est racine d'ordre 2 pour P. Voilà. Donc voilà comment ce théorème peut être utilisé dans la pratique. Vous avez un polynôme et vous le dérivez autant de fois et vous voyez les multiplicités. Donc là, il y avait un petit peu tous les cas.
2, il annulait aucune, il annule pas P. Donc directement, s'il annule pas, directement d'ordre 0. 1, il annulait bien P, donc il annulait la dérivée zéroième, mais il annulait pas la dérivée première. Donc en fait, il s'arrêtait à 0. Donc donc il annulait une dérivée, la dérivée zéroième, donc c'est d'ordre 1. Et par contre, 3, il annulait et la dérivée zéroième et la dérivée première, mais pas la dérivée seconde. Donc c'est une racine d'ordre 2. Donc retenez bien hein, l'ordre, quand on utilise la dérivée, c'est le nombre de dérivées qu'on annule en partant de 0. Évidemment, il faut toujours partir de 0 parce qu'il faut être au moins racine du polynôme avant même qu'on le dérive. Donc si je dérive 0, si je suis racine de la dérivée zéroième et de la dérivée première, mais pas de la dérivée seconde, je suis d'ordre 2. Voilà. Et alors, un truc que je n'ai pas écrit, mais ici, du coup, 1 il est racine d'ordre 1, on peut dire que 1 est racine simple. C'est-à-dire qu'il y aura du x-1 qui divise P, mais pas une plus grande puissance, pas x-1 au carré. Par contre, 3, le fait que ce soit racine d'ordre 2, eh bien x-3 au carré divise P. C'est au carré. C'est la plus grande puissance qu'on peut trouver pour diviser P. Voilà. Bon, maintenant, il faudrait quand même qu'on démontre ce théorème, parce que là, on a juste vu l'exemple. Je voulais d'abord vous montrer l'exemple avant de démontrer ce théorème, pour vous montrer comment sert ce théorème dans la pratique. Et puis maintenant, il faut démontrer le théorème. Alors, démonstration. Donc, on va y aller par plusieurs implications. Tout d'abord, si on regarde 1 implique 2. Donc, je suppose que A est racine d'ordre M. Donc ça veut dire que x-a puissance M divise P, puisque c'est même le plus grand qui divise P, donc et ça veut dire aussi que le prochain, x-a, ne divise pas à la puissance M plus 1, le prochain, eh ben, puisqu'il est plus grand que M, il ne peut pas diviser P. Sinon, le plus grand, ce serait pas M, ce serait M plus 1 ou quelque chose encore dessus. Donc si j'écris le premier, bah, ça veut dire que P égale x-a à la puissance M fois Q, donc j'écris ce que ça veut dire être divisible, ça veut dire ça d'après la définition de divisibilité, avec Q un certain polynôme. Alors là, on pourrait se dire qu'on a déjà le résultat, puisqu'on a déjà le point 2, pas tout à fait, attention, parce qu'ici on ne sait pas que Q de A vaut 0. Peut-être que Q de A vaut 0. Alors pour le démontrer, ben on pourrait raisonner par l'absurde. Supposons par l'absurde que Q de A vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x-a divise Q, ça c'est la proposition précédente, x-a divise Q. Autrement dit, Q, je peux l'écrire comme x-a fois un certain polynôme, R. Alors à chaque fois, il faudrait que j'écrive il existe R, un polynôme tel que... Bon, ici on va gagner un petit peu de temps, donc lui égale x-a fois R. Et quand je remplace, eh bien j'ai que P égale x-a puissance M fois Q, mais dans Q, il y a déjà du x-a, donc j'en aurais du M plus 1 fois R. Et ça, c'est absurde, c'est mon hypothèse. Ça faisait partie des hypothèses que j'avais. Quand je suppose que je suis d'ordre M, ça veut dire que le suivant ne divise pas P. Et alors là, c'est exactement ce que je viens de démontrer. Donc ça, c'est absurde. Donc voilà pour 1 implique 2. Alors maintenant, je vais faire 2 implique 1. 2 implique 1. Alors, je suppose du coup que P, donc je suppose 2. Donc P égale x-a fois M fois Q avec Q de A différent de 0. Et ce que je vais faire, c'est que... alors déjà, ce que je peux dire, c'est que je vais appeler mu la multiplicité de P. De A dans P. C'est une certaine multiplicité et moi, je veux démontrer que c'est M. Alors pour ça, si c'est la multiplicité de P, ça veut dire que P, je peux l'écrire comme x-a à la puissance mu fois un certain polynôme, R. Alors notez déjà que x-a à la puissance m, eh bien, x-a à la puissance m, déjà il divise P. Mais mu, c'est le plus grand des entiers tel que x-a à la puissance mu divise P. Donc ça veut dire que forcément m, il est inférieur ou égal à mu, puisque mu, c'est le plus grand de ceux qui ont cette propriété.
Et donc là, quand j'en suis là, j'ai deux écritures de P, donc elles sont égales évidemment. J'ai x moins a puissance m fois q égale x moins a à la puissance mu fois r. Alors du coup, quand c'est comme ça, bah, je peux regrouper des deux côtés, et je peux factoriser par x moins a à la puissance m, hein, puisque m est plus petit que mu. Là-dedans, il y a aussi du x moins a. Dans x moins a à la puissance mu, il y a aussi du x moins a à la puissance mu, quitte à factoriser. Donc ça, je peux écrire que c'est x moins a puissance m, facteur de q, moins x moins a puissance mu moins m. Égale à 0. Or, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que ici j'ai un produit de deux polynômes qui est égal à 0. Mais le premier n'est pas nul. X moins a puissance m, c'est pas le polynôme nul, puisqu'il est de degré m par exemple. Donc forcément, comme k de x est intègre, et ça c'est une propriété qu'on avait démontrée en cours, on a que forcément, c'est le membre entre crochets qui est nul. Donc j'ai forcément q moins x moins a puissance mu moins m égale à 0. Et là, je peux remplacer grand X par A. Donc si je fais ça, j'aurai Q de A égale, alors je fais passer l'autre terme de ce côté, A moins A à la puissance mu moins M. Sauf que Q de A, je sais que les différents de 0. C'est ce que j'avais, c'est mon hypothèse quand je suppose 2. Donc ça veut dire que A moins A à une certaine puissance doit être non nul. Oui, mais sauf que si mu moins M ça vaut 3, bah ici j'aurai 0 à puissance 3 qui vaut 0. Si mu moins m vaut 2, bah j'aurai 0 au carré, et 0 au carré ça vaut 1. Si mu moins m égale 1, j'aurai 0 à puissance 1. De toute façon, mu moins m c'est positif. Donc soit c'est un entier non nul, et auquel cas bah c'est pas possible, auquel cas tout ce qu'il y a doit être égal à 0. Donc la seule possibilité qui me reste c'est que forcément mu égale m. Et donc si mu égale m, eh bien ça prouve bien que m est la multiplicité de mu, puisque mu, je répète, mu c'était la multiplicité de a dans p, donc si mu égale m, bah, ça prouve bien que m est la multiplicité de a, donc c'est-à-dire elle est d'ordre m. Voilà, donc ça démontre bien les 1 est équivalent à 2. Donc maintenant il faut regarder par rapport à 3. Donc on va supposer on va supposer 2 et on va démontrer 3. Donc supposons 2. Et on va essayer de démontrer que 2 implique 3. Donc pour ça, on peut déjà remarquer quelque chose, c'est que 3, il y a plein de dérivées de P qui interviennent. Et on connaît déjà quelque chose où il y a toutes les dérivées successives de P qui interviennent en A, c'est la formule de Taylor. Donc on va commencer par écrire la formule de Taylor. P, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à... alors j'ai d'abord écrit la formule de Taylor. Donc c'est la dérivée im de P en A sur i factoriel. Alors du coup il faut que je commence plutôt à i. Mon indice de sommation ça fait plutôt i fois x moins a à la puissance i. Et ça, ma formule de Taylor, elle me dit que si je prends P un polynôme de degré n, bah, je peux l'écrire comme une somme de i égale 0 à n. Alors ici, cette somme-là, je vais plutôt décider de la couper par rapport à m, et donc ici, je vais m'arrêter à m-1. On verra plus tard, on verra pourquoi ça va marcher comme ça. Plus, et ben, je vais écrire les termes qui manquent, la somme de i égale m à n, bah, de la même chose, de la dérivée im de p en a sur i factoriel x moins a à la puissance i. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien parce que si je remarque bien ici, le fait que je parte à i égale m fait que ici j'ai du x moins a à la puissance i avec i supérieur ou égal à m. Donc tous ces termes-là, bah, je peux toujours sortir un x moins a à la puissance m. Donc, je pourrais écrire ma somme différemment. Ça c'est la somme de i égale 0 à m moins 1. Donc de la dérivée im en a sur i factoriel x moins a puissance i plus, et là je peux sortir le x moins a à la puissance m, parce qu'ils sont tous divisibles par x moins a à la puissance m, puisque c'est x moins a à la puissance plus grande. Donc ça je peux écrire que c'est la somme de i égale m à n toujours, de la dérivée pim, la dérivée im de p en a, sur i factoriel, x moins a à la puissance i moins m. Et ce qui est pratique, c'est que là on remarque que ceci, ça, son degré est inférieur strictement à m.
Pourquoi? Eh bien parce que le plus grand terme que je pourrais avoir là-dedans, c'est x moins a à la puissance m-1, c'est le dernier indice de ma somme, qui est lui est de degré m-1. Et tous les autres sont de degré plus petit, et quand je somme, je sais que le degré de la somme, c'est inférieur ou égal au max des degrés, et donc le plus grand degré qu'on peut avoir, c'est m-1. Alors peut-être même que c'est pas m-1, hein, parce que peut-être que quand i égale m-1, peut-être que la dérivée m-1 est nulle, ça on n'en sait rien. Donc on sait juste que son degré est strictement plus petit que m. Et ça, ici, c'est x moins a à la puissance m. Et donc ici, en fait, j'ai fait la division euclidienne, sans me rendre compte, de p par x moins a puissance m. Pourquoi? Parce que j'écris p comme x moins a à la puissance m, fois un certain polynôme, plus un reste, qui est de degré strictement plus petit que m. Et ça, m ici, c'est le degré de x moins a. Degré égal à m. Donc j'ai bien fait une division euclidienne. Oui, mais sauf que si on regarde bien l'hypothèse numéro 2, j'avais aussi une division euclidienne. Pourquoi j'avais une division euclidienne? Eh bien parce que précisément, j'avais p égale x moins a puissance m plus q. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de reste. Bah si, il y a un reste, il est nul. Donc ça on peut l'écrire, mais ce qu'on savait aussi, c'est que p, c'était aussi égal à x moins a puissance m fois q. Donc ça, c'est comme une division euclidienne. Le polynôme fois q, plus le reste, mais s'il n'y a pas de reste ici, en fait, il est plus 0. Et donc là, il y a un truc qui est un petit peu bizarre, c'est que du coup, j'ai l'impression d'avoir deux divisions euclidiennes. J'ai l'impression d'avoir ici un reste, et ici aussi un reste. Donc là, vous voyez, j'ai un reste qui est nul, et un reste qui vaut cette somme-là. Et j'ai l'impression d'avoir deux quotients, qui est le terme Q, le Q qui est là, et le terme ici, la somme, puisque c'est ce qui est devant le x moins a puissance m, ce qui est ce dont par lequel je divise. Donc, ça c'est un petit peu étrange, parce que je suis censé avoir unicité de la division euclidienne. Donc j'ai pas le choix. Les restes doivent être égaux. Donc j'en déduis que la somme de i égale 0 jusqu'à m-1 de la dérivée im en p de i factoriel x moins a à la puissance i, forcément, ça, c'est le polynôme nul. Parce que c'est le deux restes de mes divisions euclidiennes, ils sont censés être égaux. Et pareil, les quotients. Le quotient, donc c'est la somme de i égale m à n de la dérivée im de p en a, fois a, sur i factoriel, x moins a puissance i moins m, ça doit valoir q. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, regardez bien, ici j'ai le polynôme nul, mais ici j'ai une combinaison linéaire de polynômes qui sont de la forme x moins a à puissance i. Et x moins a à puissance i, ça c'est le degré i, et i croît dans la somme. Donc ici, en fait, c'est une famille libre que j'ai. La famille 1, x moins a au carré, jusqu'à x moins a à la puissance, le dernier que j'ai dans la somme c'est m moins 1. Ça c'est une famille libre. Pourquoi? Parce qu'elle est échelonnée en degrés. Ça, le premier degré 0, lui degré 1, lui degré 2. Donc là en dessous j'écris les degrés, hein. C'est évidemment pas les polynômes, mais c'est leur degré. Donc les degrés, vous voyez, ils montent strictement. Donc d'après le cours, j'ai une famille libre. Donc si j'ai une famille libre et que j'ai une combinaison linéaire égale à 0, eh bien les coefficients qui sont devant les vecteurs qui forment ma famille libre, ceux-là, ils sont nuls. Donc j'en déduis que la dérivée im de a divisé par i factoriel, égale à 0. Et pour tous les i dans la somme, donc pour i, entre 0 et m-1. Alors c'est ce que je voulais, puisque c'est ce que je voulais démontrer pour démontrer 3. Je voulais démontrer que toutes les dérivées s'annulaient entre 0 et m-1. Et là, c'est exactement ce que j'ai. Alors je voulais aussi démontrer que la dérivée d'ordre m en p, de p en a, était non nulle. Donc pour ça, je vais utiliser plutôt la deuxième égalité, et je vais calculer cette somme-là en remplaçant grand x égale a. Donc si je fais ça, j'ai la somme de i égale m à n, donc de la dérivée pim de i en a, sur i factoriel, a moins a, à la puissance i moins m, égale, donc je remplace x par a, donc j'ai q de a. Or, coup de bol, q de a, j'en sais une information sur lui, je sais qu'il est non nul. Donc je sais que le résultat de cette somme-là, il doit être non nul. Pourtant, là, il y a un truc qui est un petit peu étrange, c'est que a moins a, c'est 0. 0 à la puissance quelque chose, c'est censé valoir 0. Donc on pourrait penser que toute cette somme vaut 0. Attention, il y a un piège. Parce que quand i égale m,
j'ai la puissance 0. Et rappelez-vous, x puissance 0, grand x à puissance 0, ça vaut toujours 1 par convention. Donc en fait, tous les termes de cette somme-là sont nuls, sauf le terme pour i égale m. Et donc pour ce terme-là, j'aurai la dérivée d'ordre m de p en a sur m factoriel fois 0 puissance 0, mais 0 puissance 0, hein, il faut bien se rappeler que par convention, dans les polynômes, ça vaut 1. Et ça, du coup, c'est q de a, et q de a, c'est différent 0. Donc quand je remultiplie par m factoriel, eh bien, j'ai bien démontré que la dérivée d'ordre m de p en a est différente de 0. Et c'est exactement ce que je voulais pour démontrer le point 3. Je voulais cette information-là, et cette information-là, et je les ai toutes les deux. Donc, ça finit cette implication. Donc j'ai bien démontré que 2 implique 3. Maintenant, il ne me reste plus qu'à démontrer 3 implique 2. Et donc, on va démontrer 3 implique 2. Donc 3 implique 2, donc on suppose 3. Supposons 3. Et donc, donc toutes les dérivées sont nulles, et jusqu'à entre 0 et m-1, et pas la dérivée d'ordre m. Donc pour ça, je vais reprendre ma petite formule de Taylor. La formule de Taylor, elle me dit que si je note toujours n le degré de p, c'est la somme de k égale 0 à n, de la dérivée km de p en a sur k factoriel, x moins a à la puissance k. Maintenant, mon hypothèse, puisque je supposais 3, c'est que toutes les dérivées entre 0 et m-1 sont nulles. Donc en fait, dans ma somme, il y a plein de termes qui sont nuls, tous ceux qui sont entre k, tous ceux pour lesquels k est entre 0 et m-1 sont nuls. Donc en fait, ma somme, je peux la faire démarrer à m, puisque tous ceux d'avant, de toute façon, ils valaient 0, ils ne contribuaient pas grand-chose à ma somme. Donc ça, c'est la dérivée km de p en a, donc je recopie le reste, ça n'a pas changé. J'ai juste à enlever les premiers termes qui, de toute façon, valaient 0. C'était pas très intéressant. Et là, maintenant, je me retrouve seulement avec des cas qui varient entre m et n. Donc tous les cas qui sont là, ils sont plus grands que m. Donc je peux factoriser par x moins a à puissance m. P égale x moins a à puissance m fois la somme, toujours de k égale m à n, de la dérivée km de p en a sur k factoriel x moins a à la puissance k moins m. Et là, si on regarde le point 2, c'est pas mal, parce que j'ai bien x moins a puissance m fois un polynôme, parce que toute cette somme-là, c'est un certain polynôme, et je décide de l'appeler q, par exemple. Comme ça fera bien ce que je veux par rapport au point 2. J'ai bien p égale x moins a puissance m fois q, dès lors que j'ai appelé q cette somme. Et il y a une seule chose qui me reste à vérifier, c'est est-ce que q de a est différent de 0, parce que sinon, j'aurai pas le point 2. Si q de a vaut 0, le point 2 sera faux. Il faut encore une fois que je calcule q de a. Donc q de a, encore une fois, eh bien, il faut remplacer x par a, donc c'est k égale m à n de la dérivée km de p en a sur k factoriel x moins a à la puissance j'ai remplacé x par a, donc j'ai a moins a à la puissance k moins m. Et là on pourrait se dire, ah oui, mais du coup tout va avoir 0, parce que 0 à la puissance quelque chose, ça vaut 0, oui, sauf si k égale m, parce que k égale m, ça vous fait 0 puissance 0, et par convention, dans les polynômes, x puissance 0, c'est le polynôme constant égal à 1. Donc ici, en fait, tous les termes sont nuls, sauf le terme pour k égale m, qui vaut la dérivée m de p en a sur m factoriel, a moins a, donc 0 à la puissance 0, qui vaut 1, par convention. Et là, mon hypothèse était précisément que la dérivée de m de p en a était non nulle. Quand je divise sur m factoriel, j'obtiens encore un nombre non nul. Donc j'ai bien prouvé que q de a est non nul, et donc j'ai bien prouvé le point 2. Et donc j'ai bien prouvé toutes les équivalences. J'ai démontré d'abord que 1 est équivalent à 2, puis que 2 est équivalent à 3, donc tout est équivalent. Voilà pour cette proposition numéro 9.